Salut chers apprenants, nous sommes encore ravis de vous retrouver encore dans cette soirée. Aujourd'hui, sans toutefois tarder, nous avons décidé de vous proposer un exercice de chimie organique. Donc si vous êtes en toute classe de terminale scientifique, peu importe le lieu où vous vous trouvons, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page. Ensuite, vu que plusieurs élèves ou apprenants ont des difficultés comme à déterminer la formule brute d'un composé organique par la méthode du bilan molaire. Donc, vu que tu rencontres beaucoup cette difficulté, vraiment cette vidéo vient aujourd'hui pour compenser ce vide qui est en toi. C'est pourquoi je te demande si tu es nouvelle sur la page, n'oublie pas de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre beaucoup de choses avec la chaîne Olympia de chimie. Cette chaîne est uniquement dédiée à la chimie, que ce soit la chimie organique comme la chimie minérale. Donc, soyez connectés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans ce cas, nous allons passer maintenant à la présentation de l'exercice. De la composition complète d'un alcool de masse M égale à 3,7 g qui produit 8,8 g de dioxyde de carbone. Alors, chers apprenants, analysons ensemble les questions que nous nous avons posées face à cette situation. Dans la première question, il est dit d'écrire l'équation bilan de la réaction en fonction du nombre n. Alors, le n ici représente quoi? Voici la parenthèse est ouverte. On dit le n est le nombre de carbone. C'est-à-dire, dans la formule brute générale de notre alcool, le nombre entier n représente le nombre d'atomes de carbone présents dans cette molécule. Et la deuxième question, nous allons déterminer la formule brute du composé A en question, qui est notre alcool en question. Et en troisième question, il est dit de donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous les isomères de l'alcool A. En quatrième question, nous allons étudier, on étudie l'oxydation ménagère de l'alcool A de masse M égale à 7,4 g. Cette fois-ci, la masse a changé, mais il est toujours question du même alcool. La masse a changé, cela ne doit pas vous frustrer ou bien vous paniquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Lorsqu'on fait l'oxydation ménagère de l'alcool A de masse M égale à 7,4 g par une solution de permanganate de potassium de concentration C égale à 0,8 mol par litre, produit un composé B qui réagit avec la 2,4 DNPH, mais qui ne reçoit pas le réactif des chiffres. Alors, quelles sont donc les questions que nous avons posées pour cette partie? Dans la question A, on dit de préciser la formule semi-développée, la classe et le nom de l'alcool A. La question B, d'en déduire la formule semi-développée et le nom de B. La question C, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction redox, c'est-à-dire la réaction des coupes redox qui a eu lieu. Et la toute dernière question, on nous demande de calculer le volume et le volume de la solution de permanganate de potassium utilisée pour oxyder cette masse. Alors, chers apprenants, après une lecture brève de cet exercice, nous voyons ici que les grandes deux méthodes que nous voulons mettre ici en relief, ce n'est rien d'autre que comment il faut déterminer la formule brute d'un composé organique à partir du bilan molaire. Dans les vidéos précédentes, nous avons fait une vidéo sur une notion aussi, comment il fallait déterminer la formule brute d'un composé organique en appliquant la formule centésimale massique avec les pourcentages des éléments de l'élément chimique en question que nous avons. Mais ici, cette vidéo met ici en relief comment il faut déterminer la formule brute d'un composé organique à partir du bilan molaire et encore comment il faut établir une réaction d'oxydation. Une réaction d'oxydation ménagère. Comment il faut établir cette réaction. Donc, ces apprenants, sans toutefois tarder, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour. Alors, chers apprenants, nous allons ensemble analyser la résolution de la première question. Alors, il a dit ici d'écrire l'équation bilan de la réaction de combustion d'un alcool A
en fonction du nombre n. Comment pouvons-nous établir cette équation? Dans la toute première des choses à savoir, c'est de d'abord écrire la formule brute générale de notre alcool en fonction du nombre n d'abord. C'est la toute première des choses à savoir faire. Si nous savons faire cela, vous allez voir que le reste, ça n'a rien d'autre que du G. Dans ce cas, comme le test nous dit que notre alcool A, notre composé A est un alcool, alors voici comment il faut rédiger. Donc, on va aller en ligne. Donc, par hypothèse, le composé A est un alcool. Donc, ça veut dire que sa formule brute générale en fonction du nombre N s'écrit sous cette forme. Cn, H2N plus 2 et O. Alors, dans cette molécule, les 2N plus 2 représentent le nombre d'atomes d'hydrogène dans cette molécule. Le nombre N ici représente le nombre d'atomes de carbone, comme le test l'a déjà dit. Et nous voyons très bien que le nombre d'atomes d'hydrogène dans cette molécule, c'est 1. Voilà pourquoi il nous remet tout en bas à l'indice de notre composé O. Alors, c'est apprenant. Donc, voici donc cette équation. Alors, toutefois que vous voyez qu'il est question d'une réaction de combustion, nous tous on sait qu'il faut tout savoir donc, que la combustion se fait tout dans le dioxygène de l'air. Alors, rappelez-vous que vous avez cette forme. C'est le composé A, avec Cn, H2N, plus 2O, plus l'atome de dioxygène. Et qui doit donner quoi? Par combustion, qui doit donner CO2, selon les tests, plus la molécule d'eau. Alors, voici donc, de façon générale, cette équation. Toutefois, après avoir établi une équation, il faut donc penser à l'équilibrer. Alors, on va équilibrer cette équation. Chers apprenants, regardons très bien, pour équilibrer cette équation, il faudrait que, lorsque je m'intéresse au nombre d'atomes de carbone, dans tous les membres de la gauche de la flèche, il faudrait qu'il y ait le même nombre d'atomes de carbone dans tous les membres qui viennent après la flèche, c'est-à-dire à droite de la flèche. Alors, je commence d'abord par l'élément carbone. L'élément carbone dans cette molécule, j'ai combien d'atomes de carbone? Je vois que dans tous les membres de la gauche, j'ai seulement que N atomes de carbone. Et les N atomes de carbone se trouvent tout simplement dans le composé A en question. Donc, je regarde ici. Ici, il y a combien d'atomes de carbone? Je vois très bien que ici, attention, le 2 qui est là n'est pas le nombre d'atomes de carbone dans cette molécule de dioxyde de carbone. Le 2 ne se trouve pas à l'indice de l'élément carbone. Alors, j'ai un atome de carbone dans les membres de la gauche, j'ai un atome de carbone dans les membres de la droite. Comment faire pour avoir le même nombre d'atomes de carbone à gauche comme à droite? Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai déjà 1 ici, je vais tout simplement multiplier ici par N. C'est-à-dire, je mets N ici. Mais le nombre que je mets ici, N c'est un entier, ça peut être 2 ou n'importe quel nombre entier. Mais le nombre que je mets ici, si vous regardez très bien, le nombre là doit avoir la même taille avec les éléments C et O. Vous voyez très bien. Ça veut dire que c'est un coefficient stoichiométrique. Alors, comme j'aimerais équilibrer le nombre d'atomes de carbone, je vais maintenant m'intéresser au nombre d'atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2N plus 2 atomes d'hydrogène dans les membres de la gauche. Alors que dans les membres de la droite, j'ai seulement que 2 atomes d'hydrogène. Or, ici, il y a 2N plus 2. Sachant très bien que le N ici appartient à grand N étoile. C'est-à-dire que c'est un entier naturel non nul. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que si N est un entier naturel non nul, ça veut dire qu'on ne peut donc pas remplacer N ici par 0 pour qu'on puisse avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre. N peut prendre les valeurs à partir de 1 pour aller jusqu'à l'infini. Donc ici, ça veut dire que le nombre d'atomes de carbone ici est plus élevé que le nombre d'atomes d'hydrogène ici est plus élevé que le nombre d'atomes d'hydrogène dans le membre de la droite. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a 2N plus 1 ici. Mais sachant très bien que comme j'ai 2 atomes d'hydrogène de carbone là-bas, comment je vais faire pour avoir les 2N plus 2?
Très bien. Or, nous savons très bien que 2n plus 2, nous avons appris à factoriser en mathématiques. La forme factorisée de cette équation, je vais essayer d'identifier ce 2. Comme il y a déjà un 2 ici, là, la forme factorisée de cette équation, c'est quoi? Ça fait ici 2 fois n plus 2 fois 1. Ça, c'est apprenant. Alors, ici, j'ai fait ressortir maintenant deux termes ici, très importants. C'est-à-dire, j'ai le n et puis j'ai le nombre entier n, 1. Dans ce cas, ces deux nombres-là, ils ont 2 en commun. Comme ils ont 2 en commun, ça veut donc dire que je peux mettre le 2 en facteur. Et 2n plus 2 va me donner 2 facteur de n plus 1. Tout simplement, ça apprenons. Maintenant, très bien que je vois ici que 2n plus 2 égale à 2 facteur de n plus 1. Comme ici, il y a deux atomes d'hydrogène, je vais avoir 2n plus 2 atomes d'hydrogène ici. Donc, qu'est-ce que je fais, chers apprenants? Le 2 est déjà ici à l'indice. Donc, ce qui me manque pour avoir 2n plus 2, comme ici, dans les membres de la droite, c'est seulement que ce facteur-là. Tout simplement. Donc, c'est ce facteur-là que je vais prendre pour venir remplacer ici. Et j'aurai tout simplement. Et j'aurai ici. Voilà. N plus 1 atome, molécule d'eau. Dans ce cas, lorsque je vais multiplier maintenant par les H2, j'aurai maintenant comme nombre d'atomes d'hydrogène 2N plus 2. Voici que c'est comme de l'eau à boire. Alors, une fois fini d'équilibrer les éléments hydrogène, il me reste encore quel élément? Il me reste maintenant l'élément oxygène. Et là, c'est là plusieurs des apprenants rencontrent beaucoup de difficultés, même avec les formules générales CX, HY et OZ. Alors, si tu suis très bien cette partie, tu n'auras plus de difficultés à ce niveau. Alors, chers apprenants, je vois ici, dans le membre de la gauche de l'équation, le nombre total de l'élément oxygène, vous savez combien? J'ai 1 ici, plus j'ai 2 ici. Ça veut dire que j'ai 3 atomes d'oxygène. Par contre, lorsque je viens dans les membres de la gauche, le nombre n ayant la même taille que le nombre de carbone et de l'élément oxygène, ça veut dire que le nombre n ici, non seulement multiplie le nombre d'atomes de carbone, mais multiplie aussi le nombre d'atomes d'oxygène. Ça veut dire que j'aurai 2n. Ça veut dire que j'aurai ici 2n atomes d'oxygène dans cette partie. Et ici, c'est pas N0, hein. Ça veut dire qu'il y a 2n atomes d'oxygène, que j'ai mis le O ici. Et ici, comme il y a 1 ici, j'ai 2n plus 1 atomes d'oxygène. Donc, vous pouvez déjà faire la somme de tous les éléments atomes d'oxygène que j'ai dans les membres de la droite. Donc, c'est 2n plus n plus 1, c'est-à-dire ici, nombre total oxygène, nombre d'atomes d'oxygène total dans cette molécule, dans la partie droite, en sera 2n plus n plus 1. C'est-à-dire, je vais avoir ici tout simplement, en faisant la suppression des parenthèses, ça fait 3n plus 1. Alors, chers apprenants, nous avons 3n plus 1 atomes d'oxygène dans les membres de la droite. Alors que dans les membres de la gauche, nous avons seulement que 3 atomes d'oxygène. Le nombre n étant supérieur ou égal à 1, ça veut dire que ce nombre-là implique beaucoup que le nombre d'atomes d'oxygène que j'ai dans les membres de la gauche. Comment je vais faire maintenant? Donc, par conséquent, je vais mettre un entier alpha ici. Je vais supposer que le coefficient stoichiométrique qui manque ici, pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre, c'est alpha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est une équation, il faut d'abord tout équilibrer. D'après la condition d'équilibre, ça veut dire que ici, s'il y a plus la condition d'équilibre, ça veut dire que le nombre d'atomes d'oxygène dans les membres de la gauche doit égal au nombre d'atomes d'oxygène dans les membres de la droite. Donc, je vais maintenant quoi? Il y a 1 ici, plus le alpha multiplie les 2. Donc, ici, dans les membres de la droite, il y a
il y a seulement tout simplement 1 qui vient de ce haut là, plus 2 alpha. J'ai 1 plus 2 alpha. J'ai 1 plus 2 alpha, chers apprenants, qui doit être égal à quoi? D'après la constante d'équilibre, le nombre d'atomes d'oxygène total dans les membres de la droite, qui fait 3n plus 1. Alors, l'élément que je cherche ici, cette fois-ci, c'est alpha. Donc, je vais simplifier les 1 en résolvant bien cette équation. Vous aurez tout simplement que notre alpha ici sera égal tout simplement à 3n sur 2. Si vous résolvez très bien cette équation. Donc, par conséquent, le nombre qu'il faut ici pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène dans les membres de la gauche comme dans les membres de la droite, pour que nous puissions dire que notre équation ici est équilibrée, n'est rien d'autre que 3n sur 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets ici maintenant les 3n plus 2. 3n sur 2 atomes d'oxygène. Ce n'était pas du tout compliqué. Vous voyez que en une seule phrase, nous venons d'équilibrer notre équation bilan. Alors, ce n'est pas là même le problème de l'exercice. Nous allons donc passer maintenant à la question 2. Dans la question 2, il est demandé de déterminer la formule brute de notre composé A. C'est là encore la difficulté que rencontrent plusieurs. Ils ne savent pas quelle méthode utiliser, puisque vous avez vu 2 méthodes classiques en classe, ou plusieurs méthodes classiques au cours. Non, soit, si le texte nous a donné les pourcentages sur les éléments carbone, hydrogène et l'oxygène de la molécule, là, ça devient encore plus facile. Mais ici, non seulement le texte n'a pas donné d'informations sur la masse molaire moléculaire de la molécule alcool, mais nous avons seulement que sa masse, ni les pourcentages. Question, quelle méthode allons-nous utiliser? D'où la nécessité de la méthode du bilan molaire. Chers apprenants, nous allons essayer d'établir un bilan molaire ici. Alors, l'objectif de ce bilan molaire ne sert à rien d'autre que la détermination du nombre entier naturel n. Puisque une fois que nous trouvons le nombre entier naturel n, alors nous allons tout simplement remplacer le n ici par sa valeur trouvée dans cette formule et notre formule brute cherchée sera vraiment déterminée. Formule brute de A. Je viens en ligne. J'ai déjà mon équation. Nous allons faire d'abord une brève rappel. Lorsque nous avons un composé, une réaction chimique qui s'établit entre A plus B quelconque, qui donne C plus D. Et nous allons présenter par exemple les coefficients de stoichiométrie par les coefficients alpha, bêta, gamma, lambda. Alors, le bilan molaire consiste à faire quoi? Le bilan molaire consiste tout simplement, ça dit quoi? L'équilibre molaire nous dit quoi? Lorsqu'il fait la quantité de matière, petit n, du corps A, divisé par son coefficient de stoichiométrie, alpha, doit me donner alors, chers apprenants, voici en quoi qui concerne le bilan molaire. J'ai fait la quantité de matière de l'élément A divisé par son coefficient stoichiométrique. Puis je pose que ça est égal à quoi? À la quantité de matière de l'élément B divisé par son coefficient stoichiométrique. Ça veut dire que le rapport de la quantité de matière de chaque composé dans cette réaction divisé par son coefficient stoichiométrique propre à lui-même est égal à la quantité de matière de l'autre divisé par son coefficient stoichiométrique propre à lui-même. Alors, c'est ça que nous allons appliquer ici. Ça veut tout simplement dire quoi? Seulement que dans nos cas ici, le corps A, notre corps A ici représente notre composé A lui-même. C'est tout ça qui représente notre A. Et notre B, c'est l'élément dioxygène. Notre C ici, c'est l'élément dioxyde de carbone. Et notre D ici,
c'est tout ce qui est en bleu dans cette équation. On va ici n de A sur 1. Le quotient stoichiométrique, c'est le quotient qui multiplie l'élément chimique dans la réaction. Alors, mon composé A, si je mets A ici, ne soyez pas étonné, parce que j'ai déjà mis A ici qui est égal à tout ça là. Alors, sans apprenant, ici, je vois que le quotient qui multiplie la molécule A dans cette réaction, si nous rien, ça veut dire que c'est 1. De faire sa quantité de matière divisé par son quotient stoichiométrique qui est 1. Égal aussi à la quantité de matière de NO2 sur 3N sur 2 qui est son quotient stoichiométrique. Égal à la quantité de matière de l'élément dioxyde de carbone divisé par son quotient stoichiométrique qui fait N ici. Égal aussi à N plus A, la quantité de matière de l'eau divisé par son quotient stoichiométrique qui fait N plus 1. Alors, ça apprenant, le N qui est au dénominateur puis le N qui est en haut ici ne sont pas pareils. Le N qui est au dénominateur ici exprime la quantité de matière, le nombre de moles de la molécule. Par contre, le N qui est au dénominateur ici n'est rien d'autre que le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Et c'est ce que nous voulons déterminer. Alors, nous avons ici donc 4 égalités. Alors, lesquelles de ces égalités correspond ici à notre exercice pour pouvoir bien nous aider? Dans le test, je n'ai pas d'informations sur la molécule d'eau. Je n'ai non plus d'informations sur l'élément oxygène, comme les données. Mais par contre, j'ai des informations sur la masse du composé A et aussi j'ai des informations sur la masse de l'élément dioxyde de carbone. Ça veut donc dire que je vais établir seulement une égalité entre les deux là. Entre celui-là et celui-là. Donc dans ce cas, ce qui veut dire tout simplement que j'aurai ici N de A divisé par 1, ça fait lui-même. C'est égal ici à N de CO2 divisé par le nombre entier naturel N. Or, qu'est-ce que vous avez appris en chimie organique? Nous savons très bien que la quantité de matière d'un composé en fonction de sa masse et sa masse molaire, ça fait ici la masse petit m de A sur la masse molaire petit et grand m de A. Également aussi pour l'élément oxygène, dioxyde de carbone, ça fait ici la masse de dioxyde de carbone divisé par la masse molaire de dioxyde de carbone. Alors, chose apprenant, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplacer donc le Na et le NCO2 par l'expression et nous aurons ici tout simplement M de A sur la masse molaire de A qui serait égal à quoi? À la masse petit m de CO2 sur N fois la masse molaire moléculaire de CO2. Alors, qu'il me faut donc ces valeurs? Connaissant très bien la formule brute générale de notre alcool A, non en fonction de N, ce qui veut dire qu'on peut déterminer sa masse molaire en fonction de N. Donc, ça veut dire que si je cherche sa masse molaire ici, quand A de se composer en fonction de N, je veux tout simplement 14N plus 2. Alors, si vous ne comprenez pas comment on a fait pour trouver ces 14N plus 2, je vous invite tout simplement à aller sur les vidéos passées que nous avons fait sur cette notion-là, sur la même chaîne, et vous allez comprendre beaucoup de choses. En remplaçant la masse grand MA par son expression dans cette égalité et les masses des différents composés, selon les tests, nous aurons ici la masse petit MA, selon les tests, ça va être 3,7. 3,7 divisé par 14N plus 18 égale à la masse de l'élément dioxyde de carbone, ça fait ici 8,8 divisé par la masse molaire de l'élément dioxyde de carbone, ça fait 44 grammes par mol. Donc ici 44 N. Vous voyez très bien que l'équation devient encore plus simple à résoudre. Pour tout ça, nous allons utiliser ce que nous avons vu en troisième, les égalités des quotients dans ce que les professeurs de mathématiques nous ont montré. Alors, je fais tout ça à la fois ça, et puis je pose égal à ce qui est là-bas fois ce qui est ici.
Et ça, quand nous faisons ça, on a tout simplement ici 14n plus 18 facteur de, c'est-à-dire multiplié par 8,8 égale à 3,7 multiplié par ce qui est ici. 3,7 multiplié par 44n. Alors, sans apprenant, en arrangeant cette relation, vous allez trouver comme valeur de n qui est égal à 4. Le nombre entier n ici n'a pas d'unité. C'est un entier naturel. C'est un nombre d'éléments, d'entités. Alors, vu que n égale à 4 maintenant, alors sans apprenant, nous pouvons donc tout simplement déduire la formule brute de notre composé A. Or, A égale à quoi? Cn H2n plus 2O. Ce qui va changer dans cette formule-là, c'est seulement que le n que nous allons remplacer par sa valeur trouvée. C'est-à-dire, A serait égal à quoi? À C4H. Lorsque nous remplaçons le n ici par 2, nous aurons 2 fois 4. Nous aurons 2 fois 4, 4 ça fait ici 8, plus 2 ça fait 10. Donc nous aurons H10. O ici. Voici tout simplement la formule brute de nos composés A cherchée par la méthode de bilan molaire. Alors, si vous avez aussi des préoccupations sur tout ce que nous venons de voir, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire et nous allons répondre à vos différentes préoccupations. Nous sommes là, c'est pour vous aider à mieux comprendre ces notions, pour mieux vous préparer pour vos différents examens. Voici la troisième question. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer ou même de donner la formule semi-développée, le nom et enfin la classe de tous les alcools isomères de notre alcool A. Alors, vous voyez très bien que cette question ici a déjà combien de volets? A déjà plus de 3 volets. Formule semi-développée, nom et puis la classe. Alors, si vous faites face à ce type de questions à l'examen, vous ne vous embrouillez pas. Faites tout simplement un petit tableau dans lequel vous allez avoir toutes ces informations et vous allez seulement remplir. Donc, comment remplir le tableau? Suivez cette jusqu'à la fin. Vous faites un tableau de ce genre. Dans la première colonne, bon, vous allez mettre les formules semi-développées. Dans la deuxième colonne, vous allez donner les noms des formules semi-développées que vous aurez ici. Et puis enfin, dans la troisième colonne, vous allez mettre devant chaque formule développée et son nom, sa classe. Alors, la toute première possibilité, je vais d'abord essayer de mettre ici nos formules brutes. Voilà, A égale à C4 H10 O. Dans cette molécule, j'ai 4 atomes d'hydrogène et de carbone. J'ai 10 atomes d'hydrogène et j'ai 1 atome d'oxygène. Voici la toute première possibilité. J'ai fait une chaîne linéaire à 4 atomes de carbone. Voici les 4 atomes de carbone. Maintenant, à chaque atome de carbone, maintenant, je vais attribuer maintenant les H. J'ai attribué un CH3 ici, le premier, un CH2, un CH2, un CH2 ici. Et comme c'est un alcool, je décide ici de mettre la fonction alcool ici. Le groupe fonctionnel, la fonction hydroxyde, qui caractérise les alcools dans une formule semi-développée. Alors, il y a 4 atomes de carbone, là ça tombe bien. Comptons le nombre d'atomes d'hydrogène. 3, 2, ça fait 5. 2, 2, ça fait 4. Donc 5 plus 4, ça fait 9 déjà. Et il y a un H ici, ça fait 10. Et le O, c'est toujours 1. Donc voici la première possibilité. Et le nom de cette première possibilité, c'est tout simplement
Comme c'est 4 atomes de carbone, ça commence par but. Comme c'est un alcool, butan. Alors, pour donner ici, je dirais d'abord la position du groupe phosphonel ou bien du groupe hydroxyde. Comme le groupe hydroxyde est à la toute première position sur le premier carbone, donc c'est-à-dire je mets ici le numéro du premier carbone qui fait ici 1. Et puis, précédé par le suffixe ol. Donc ça devient butan 1 ol. Généralement appelé aussi le butanol. Alors, comme c'est butan 1 ol, la position qui est ici, le nombre que je mets ici, définit en même temps pour les alcools la classe. Ça, c'est une remarque très importante. Le nombre que je mets ici, avant le ol, définit la classe de mon alcool. Donc, ça devient ici classe, voilà, primaire. C'est mes premières, ça veut dire primaire. Alors, quelle deuxième possibilité encore? Je vais maintenant décider de décaler le groupe phosphonel hydroxyde vers le deuxième carbone. Et j'aurai CH3, CH2, CH-OH ici, et un CH3 à la fin. Voici la deuxième possibilité. Alors, et le nom de cette deuxième possibilité, c'est tout, la chaîne principale contient tous les 4 atomes de carbone, donc ça devient le butan. Mais cette fois-ci, le groupe hydroxyde est à la quelle position? 1, 2. Et à la deuxième position. C'est-à-dire butan 2 ol. Donc, si on me demande la classe des butans 2 ol, je prends tout simplement le coefficient qui est ici. Ça donne en même temps la classe pour les alcools. Donc, ça devient ici deuxième. C'est-à-dire primaire et alcool secondaire. Excusez-moi. Alors, si apprenant, on va passer maintenant, voyons s'il n'y a pas autre possibilité. Lorsque je regarde ici, qu'est-ce que je peux faire encore? Voilà. Je peux faire, c'est bon de faire attention que le carbone fonctionnel où le groupe hydroxyde est rattaché n'ait plus d'élément H à son côté. Donc, n'est seulement que des C voisins. C'est-à-dire, il doit chercher maintenant à ramifier la chaîne. Donc, j'aurai ici CH3-C, ici CH3-CH3. Ça fait dans le 4C, puis il met le groupe hydroxyde ici. Et là, ça devient maintenant quoi? Il y a une ramification. Donc, la chaîne principale devient maintenant la chaîne où il y a plus d'atomes de carbone. Donc, moi, je prends la chaîne linéaire. Donc, il y a 3 atomes de carbone qui sont déjà là. Donc, la ramification, qui est le groupe méthyle, se trouve à la deuxième position, de part et d'autre. Donc, ça devient ici 2 méthyle. Si vous ne mettez pas l'accent sur le E, ça devient une fausse réponse. Donc, ici, 2 méthyle, la chaîne principale ici contient 3 atomes de carbone, donc ça devient le propan. Propan. Voilà. Excusez-moi, comme la place est un peu très rétrécie, donc on va faire comme cela. Donc, ça devient maintenant, le groupe hydroxyde est aussi à la deuxième position. Donc, ça devient le 2-méthyle propan-2-ol. Comme vous entendez déjà là. Alors, comme la classe de cet alcool-là, attention, ici il y a une ramification. Donc, s'il y a la ramification, la toute première méthode que je viens de donner, ça devient un cas d'exception impure. Mais pas dans tous les cas. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vois? Je vois que le carbone fonctionnel ici n'a plus d'éléments hydrogène à son côté. Or, quand nous prenons de façon les alcools, s'il y a un composé organique dont un groupe fonctionnel est attaché à un carbone, ce carbone devient maintenant carbone fonctionnel dans cette molécule. Et si ce carbone fonctionnel n'a plus d'éléments hydrogène à
comme voisin dans les autres cas que vous voyez, alors la classe devient en même temps tertiaire. Ça veut dire que ici, j'aurai un alcool ici qui est tertiaire. C'est-à-dire, il y a mettre ici par troisième. Quand il y a première, deuxième, troisième, c'est les classes. Comme il n'y a pas trop d'espace, voilà pourquoi. Mais dans la part des premières, vous pouvez, c'est primaire, deuxième ici, secondaire, et troisième, c'est tertiaire. Alors, sous apprenant, voici comment il fallait un peu répondre à cette troisième question. Sous apprenant la quatrième partie que nous allons faire, permettez-moi de faire la lecture. La partie 4, on dit, la partie 2, on dit, l'oxydation ménagère de notre alcool de part grand A, de masse, cette fois-ci, donc la masse, de masse 7,4 g par une solution de permanganate de potassium et de concentration C égale à 0,8 mol par litre. Alors le C, ils ont donné ici, n'est rien d'autre que la concentration de permanganate de potassium. Ce n'est pas la concentration de notre molécule A. Donc, cette oxydation ménagère produit un composé grand B qui réagit avec la 2,4 DNPH, mais ne réussit pas le raté de chiffre. Quand on dit que ça ne réussit pas le raté de chiffre, ça veut tout simplement dire que le composé B, sa réaction avec le raté de chiffre donne un test négatif. Alors, quelles sont les questions que nous sommes posées? La première question ici, ils ont appelé petit a. On dit de préciser la formule semi-développée, la classe et le nom de notre alcool A. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous poser la question que dans les questions précédentes, nous venons tout simplement de déterminer plusieurs isomères avec les noms et les classes de nos composés A. Mais pour cette question ici, on vient vous demander, c'est pour maintenant préciser parmi les isomères de A que nous allons trouver, lequel des isomères correspond à cette deuxième partie. Et c'est ça que nous allons chercher à identifier. Parmi ces isomères, nous allons trouver ici trois classes. La classe primaire, la classe secondaire et la classe tertiaire. Alors, pour résoudre à cette question, qu'est-ce que nous allons faire? C'est là la grande question. Et c'est là la chimie organique devient encore autre chose pour plusieurs. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, cette partie-là sera désormais un acquis pour vous. Alors, chers apprenants, on va maintenant répondre à la question 4, numéro 4A. Alors, 4A. Nous allons essayer de faire un schéma. Chers apprenants, pour mieux vous aider à répondre à cette question, nous allons essayer de faire un petit schéma avec les différents processus de cette réaction. Alors, le A ici, nous savons très bien que c'est un alcool. Alors, en classe, nous avons appris les oxydations ménagères sur les alcools. Et nous avons dit que l'oxydation ménagère des alcools primaires, lorsque l'oxydant est en excès, nous avons dit que ça donne directement acide carboxylique. Mais lorsque l'oxydant ou le catalyseur est en défaut, nous obtenons tout simplement les aldéhydes. Ça, c'est l'oxydation ménagère des alcools primaires. L'oxydation ménagère des alcools secondaires conduit tout simplement à la formation d'acétone. C'est la seule possibilité, que l'oxydant soit en excès ou en défaut. Et l'oxydation ménagère des alcools tertiaires donne quoi? Mettez la réponse en commentaire si vous êtes vraiment inspiré. Alors, si vous apprenez ici, qu'est-ce que nous allons faire? Et si notre composé B réagit l'oxydation ménagère de notre alcool A par oxydation ménagère amylée acide, c'est-à-dire amylée avec le permanganate de potassium, que j'ai oublié de noter. Le permanganate de potassium, c'est KMNO4. Dans certains ouvrages, si vous voulez, vous prenez KMNO4 ou encore, puisque c'est en solution,
vous pouvez tout simplement prendre l'ion permanganate, c'est-à-dire MnO4-. Tout simplement. Et c'est avec ce deuxième nom de cet oxydant-là que nous faisons généralement les demi-équations Redo. Alors, ces apprenants, c'est pas là la question. Puisque l'oxydation de l'accord A ici donne un composé B qui réagit déjà avec la 2,4-DNPH. Alors, selon le cours, tous les composés organiques réagissant avec ce produit, c'est-à-dire le 2,4-DNPH, ne seront d'autre que les composés carbonylés. Alors, si B a pu réagir avec ce composé carbonylé, et cette réaction-là, on dit tout simplement que ça donne ici comme résultat un précipité jaune. Alors, comme ça donne un précipité jaune, ça veut tout simplement dire que B, la réaction de B et la 2,4-DNPH est possible. Si cette réaction est possible, cela veut donc dire que B, c'est un composé carbonylé. C'est-à-dire B peut être soit aldéhyde ou cétone. Parce que dans les composés carbonylés, sont seulement que deux, aldéhyde ou cétone. Alors, si B réagit avec la 2,4-DNPH, c'est-à-dire B pourrait être un aldéhyde ou bien peut être une cétone. Alors, mais comment on va savoir si c'est aldéhyde ou cétone? Le test nous a donné une information très importante. Dans le test que nous allons lire, on dit le composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH ne réagit pas, on dit ne réussit pas avec le ratio de chiffres. Ça veut dire que sa réaction avec le ratio de chiffres donne un test négatif. Voilà pourquoi il fait ça ici. Test, le signe, ça veut dire test négatif avec le ratio de chiffres. Alors, parmi les deux composés carbonés que nous connaissons, l'aldéhyde et l'acétone, il n'y a seulement que l'acétone qui ne réagit pas au réactif de chiffres, qui a un test négatif à ce réactif. Donc, comme nous avons ici un test réactif et bon négatif, le B ne réagissant pas avec le réactif de chiffres, alors le B ne peut être seulement qu'une cétone, tout simplement. Donc, ça veut dire ici B, c'est une cétone. Donc, si nous savons très bien que B est une cétone, maintenant, comme B, il est obtenu par oxydation ménagée d'un alcool A. Alors, je me pose donc la question, quelle classe d'alcool dont l'oxydation ménagée donne une cétone? Alors, je me souviens très bien que il n'y a seulement que l'oxydation ménagée des alcools secondaires qui conduit à la formation des cétones. Ça veut donc dire que mon A, dont il est question dans la deuxième partie de l'exercice ici, est un alcool secondaire. Si A est donc un alcool secondaire, pour l'identifier, ça sera très facile. Donc, pour identifier A, nous venons tout simplement à un différent isomère que nous avons dit ici. Je prends l'isomère qui correspond à l'alcool secondaire. Donc, voici donc l'isomère qui correspond à l'alcool secondaire qui est ici. Dans la deuxième ligne, dans la troisième ligne du tableau. Alors, ça veut donc dire que mon composé A, donc A en question, ça fait CH3-CH2-CH OH ici, CH3. C'est ça d'abord mon alcool que je rappelle. Donc il est question. Comme c'est son oxydation ménagée qui donne l'acétone en question, alors il faut savoir que dans une réaction d'oxydation ménagée, il n'y a pas de rupture de la chaîne carbonée. C'est-à-dire quoi? La chaîne carbonée, le nombre d'éléments carbone que j'ai dans la molécule du départ, qu'elle soit transformée ou non, le nombre d'atomes de carbone sera toujours conservé. C'est-à-dire que dans mon composé B ici, tout simplement, comme formule semi-développée, j'aurai le même nombre d'atomes de carbone. C, C, C et C. Le B ici, c'est une cétone. Donc, je laisse CH3. Je réécris même chose comme mon composé A. CH2. Et puis, c'est même
CH3. Qu'est-ce qui va changer? Quand il était question de l'alcool, le groupe fonctionnel, c'était le groupe hydroxyde OH. Donc, comme c'est maintenant de l'acétone et que les chaînes carbonées ont demeuré intactes, ça veut tout simplement dire que je viens dans cette formule-là. Je remplace tout simplement ce groupement OH-là par la double liaison O, c'est-à-dire CO dans cette molécule. Donc, voici donc ces apprenants mon composé B, que je peux bien écrire CH3, CH2, C, double-O, CH3. Seulement que c'est le nombre d'hydrogène qui a diminué. Alors, cette formule semi-développée obéit très bien à la formule semi-développée, à la formule brute générale des composés carbonés, c'est-à-dire aldéhyde ou cétone. Alors, chers apprenants, arrivé à ce niveau, le composé B est déjà déterminé. Mais la question, il était question de faire quoi? La formule brute, la formule semi-développée de B, la classe et, pardon, la formule semi-développée de A, la classe et le nom. Alors, chers apprenants, nous avons anticipé ici la question. C'est-à-dire, c'est dans la question 4B qu'il était plutôt demandé de déterminer la formule semi-développée et le nom du composé B. Mais ce n'est pas du tout grave. Ça veut dire que nous avons même oralement répondu à la question 4A, ici oralement, dans les explications. Lorsqu'il disait que l'oxydation ménagère, il n'y a seulement que l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire qui donne seulement que l'acétone. Donc, à cette question-là, nous avons déjà répondu. Donc, c'est la question 1B en même temps dont nous avons répondu ici. Donc, si vous me permettez, bon, si vous avez déjà compris, tant mieux. Donc, c'est la question 1B. Comme le composé B est déjà déterminé, nous donnons tout simplement son nom. Non, le nom de B est, quand je regarde ici, je vois que le groupe fonctionnel ici est à la quelle position? Il est à la deuxième position. 1, 2, 3, 4. Mais c'est 4 atomes de carbone. Donc, il y aurait butan, pardonnez, 2, on. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous remarquez très bien, le nom de l'alcool en question, c'était butan de ol. Donc, pour ça, si oxyder cet alcool-là, pour avoir l'acétone, donc ça devient, ce qui va tout simplement changer dans le nom, c'est le ol de l'alcool qui remplace tout simplement par le on de l'acétone. C'est tout. Rien de particulier. Je n'ai ajouté rien de particulier. Alors, dans ce cas, comme le composé B est déjà déterminé et son nom est déjà donné, alors nous allons passer à la question numéro C, l'avant-dernière question. Alors là, il est question d'écrire l'équation bilan de la réaction redox qui a eu lieu lors de la formation de notre composé B. Alors, plusieurs apprenants, dans les différents examens, quand ils arrivent à ces questions, beaucoup préfèrent aller déposer la feuille de copie parce qu'ils n'arrivent pas bien à assimiler cette notion que nous allons voir tout à l'heure. Et cette notion faisait donc partie même, en tout cas, des deux notions très, très essentielles pour cet exercice que nous avons mentionné depuis le début. Alors, si tu suis très bien ce que nous allons faire, désormais, tu ne seras pas parmi ceux qui vont aller déposer la copie, arriver à cette question pour sortir. Donc, tu seras une nouvelle personne. Bon, comme on a bien employé cette expression. Alors, chers apprenants, on va donc marquer ici la question 4C. Apprenants, voici donc la quatrième question qui est figurée au tableau. Il est question ici maintenant d'écrire l'équation bilan redox qui a eu lieu
lors de la réaction d'oxydation ménagère de A pour obtenir le composé B. Alors, chers apprenants, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Les couples mis en jeu ici ne sont rien que les couples réseau, c'est-à-dire le permanganate de potassium. Tout à l'heure, nous avons dit que le permanganate de potassium, le K, MnO4 en solution, nous pouvons aussi noter ça comme ça, ion permanganate en solution. Et c'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir établir notre différentes équations, les demi-équations d'abord. Alors, pour ce faire, on va d'abord donner la première demi-équation. Et puis après maintenant, donner la deuxième demi-équation. Et la somme de ces deux demi-équations nous donnera l'équation générale. Les couples mis en jeu ici sont. Nous avons ici le premier couple. On a l'ion manganate et puis le MnO 2+. C'est le premier couple. Et le deuxième couple, c'est A qui donne quoi? Le composé B. Voici les deux couples mis en jeu. Alors, le premier couple, par oxydation de lui là, nous obtenons celui qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici, première équation, MnO 4-. Alors, qu'est-ce que celui-là fait? Comme ce sont les demi-équations, voilà. Nous faisons ici double flèche. Ça veut dire que la réaction est réversible. On peut aller d'ici, de là, et on peut aller de là-bas, puis venir ici. Alors, c'est que ça donne ici, il met déjà le deuxième élément du couple. Deuxième coordonnée du couple, du premier couple, MnO2+. Toutefois qu'il y a ça, comme je le disais, à toute équation bilan, on cherche toujours à équilibrer. Donc, vous voyez que si il n'y a pas de l'équilibre dans une société, la société n'est pas stable. Et c'est ce que nous, les chimistes, nous voulons aussi moderniser ici. Alors, chers apprenants, donc quand nous regardons ici dans les membres de la gauche, nous avons ici un atome de permanganate. Alors, et ici, nous avons ici un atome aussi de manganèse. Pardonnez. Alors, chers apprenants, donc ça veut dire qu'il y a le même nombre d'atomes de manganèse de part et d'autre de cette demi-équation. Il met maintenant au nombre d'atomes d'oxygène. Ici, il y en a 4. Ici, il n'y a rien. Comment j'ai fait pour avoir aussi autant d'atomes d'oxygène ici que d'atomes d'oxygène dans le membre de la gauche? Alors, ici, le test nous dit très bien ici, ce qui n'a pas été bien précisé dans le test, on nous parle de l'oxydation ménagère de l'alcool A. On ne nous a pas précisé le milieu. Mais étant tout bon élève de terminale, on doit savoir ici que lorsqu'on fait une oxydation ménagère, la réaction d'oxydation ménagère se fait toujours en solution aqueuse. Maintenant, c'est les milieux qui vont changer. Soit le test nous dira c'est en milieu acide ou bien en milieu basique. Mais dans l'ensemble, c'est une solution aqueuse. Alors, comme je suis en solution aqueuse, par définition, nous savons très bien qu'une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est de l'eau. Alors, comme ici l'eau est le solvant de la solution aqueuse qui est ici, pour avoir le nombre d'atomes, pour avoir un atome d'oxygène ici, il sait que dans la molécule d'eau, il y a forcément la présence de l'élément oxygène. Donc, il ajoute ici H2O parce que je suis en solution aqueuse. Comme il y a maintenant H2O, ici il y a 4 atomes d'oxygène. Par contre, ici il y a 1. Donc, je vais maintenant équilibrer en mettant 4 ici. Il y a 4 atomes d'oxygène de part et d'autre. Mais chers apprenants, en ajoutant la molécule 2 ici,
pour compenser le nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène de part et d'autre, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé des atomes d'hydrogène ici qui n'étaient pas au départ de la réaction, dans le milieu réactionnel. Alors, comme j'ai augmenté la partie 2 de combien d'atomes d'hydrogène ici derrière. Quand il fait 4 fois 2, ça fait 8 atomes d'hydrogène. Dans le membre de la gauche, alors que dans le membre de la droite, il y a 8 atomes d'hydrogène, ce qui n'est pas le cas dans le membre de la gauche. Comment faire pour avoir aussi 8 atomes d'hydrogène ici? Ce n'est pas du tout compliqué. J'ai dit toutefois que nous sommes emmenués en solution aqueuse. Quand nous sommes en solution aqueuse, la molécule d'eau peut se décomposer selon l'équation de protolyse de l'eau. Nous avons ici H3O plus OH moins. Nous avons vu ça. Ces deux molécules de l'eau, l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. Nous avons bien développé cette notion dans les vidéos précédentes sur la même chaîne. Donc, je vous invite aussi à aller regarder pour plus de détails. Alors, et nous avons dit parfois que cet élément-là, H3O+, ce tillon-là, caractérise ici la présence du milieu acide. Et il est beaucoup remplacé par le proton H+, pour juste indiquer que nous sommes en milieu acide. Et l'autre là, caractérise ici les milieux basiques. Alors, donc ça veut dire qu'arrivé ici, comme je suis en milieu acide, l'eau étant la solution aqueuse, ça veut dire pour compenser le nombre d'hydrogène ici qu'il doit avoir ici, je peux prendre soit l'ion hydronium H3O+, ou bien soit l'ion H+. Alors, mais dans cette vidéo, nous allons manipuler avec l'ion H+. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un cas avec le H3O+. Vous allez comprendre toutes les deux méthodes, toutes les deux possibilités. Alors, donc, ça veut dire que je dois mettre, il y a 8 atomes d'hydrogène là-bas, donc j'ai envoyé 8 protons ici. Donc, plus 8 protons H+. Vous voyez, je mets ici 8 protons H+. Comme j'ai 8 protons H+ ici, je n'ai plus de soucis avec le nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre de ma dernière équation. Alors, je m'intéresse maintenant aux charges. Une chose à ne point du tout oublier. Je vois ici, dans les membres de la gauche, j'ai comme des charges positives. Ça là me donne une charge négative, au moins. Et ici, celui-là, le quotient tensiométrique, multiplie aussi le nombre de charges. C'est-à-dire qu'il y a 8 charges positives. C'est-à-dire j'ai une charge négative et j'ai 8 charges positives. Alors, ça veut dire ça là, la somme des deux là, ça me donne ici 7 charges positives. C'est comme la mathématique. Lorsque vous avez moins 1 plus 8, ça fait combien? Ça fait 7. Donc, il y a 7 charges positives ici. Par contre, dans les membres de la droite, il y a seulement que 2 charges positives. Maintenant, comme il y a 2 charges positives contre 7 charges positives, comment je peux faire pour avoir le même nombre de charges de part et d'autre? Vous allez vous poser la question. Je vais venir ajouter 5 charges positives ici pour avoir 7 de part et d'autre. C'est là. Mais en réalité, les amis, en milieu aqueuse, on ne peut pas ajouter 7 charges positives. Tout simplement, c'est un cas d'impossibilité. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de venir ici, c'est de venir un peu diminuer dans les charges positives qui sont ici. Parce que je ne peux pas noter ça ici. Vous voyez que ce n'est pas du tout compréhensible. Mais c'est plutôt le E-, le nombre d'électrons. Donc, c'est le nombre d'électrons ici qui va venir compenser le nombre de protons ici. Alors, dans ce cas, si j'ajoute par exemple 5 plus 5 électrons, j'ajoute ici 5 électrons ici dans le membre de la gauche.
En ajoutant 5 électrons ici dans la main de la gauche, c'est comme ici maintenant, nous aurons tout simplement 5 charges négatifs, 5 moins plus 1 moins, ça fait ici 6 moins, plus les 8 plus. Donc ça me donne ici 2 plus. De part et d'autre, donc il y a 2 charges positives. Alors, je peux donc effacer et continuer maintenant en réaction. Je peux donc dire que cette réaction-là est déjà équilibrée. Voici la toute première demi-équation. La deuxième demi-équation, c'est ce couple-là. Nous avons d'abord l'alcool secondaire, c'est-à-dire CH3-C2, CH2, OH ici, CH3, qui par oxydation ménagée me donne ici de l'acétone, CH3-CH2-C double liaison O-CH3. Comme nous venons de voir, il y a combien d'atomes de carbone ici? 4. 4, 4, c'est la même chose, c'est une réaction d'oxydation ménagée. Alors, le nombre d'hydrogène maintenant. Ici, il y a combien d'atomes d'hydrogène? Ça, c'est l'alcool, rien n'a changé. C'est 10 atomes d'hydrogène. Par contre, ici, le nombre d'atomes d'hydrogène avait diminué. 3, 2, ça fait 5. Plus 3, ça fait 8. Au lieu de 10, il y a 8 ici. Donc, je vais maintenant chercher à compenser le nombre d'atomes d'hydrogène. Comme il y a 8 ici et puis il y a 2 ici, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter aussi, comme je suis toujours en solution aqueuse, je peux ajouter ici 2H plus 2 protons. En ajoutant 2 protons, j'ai le même nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre. Et c'est bon. Alors, comme il y a le même nombre d'atomes d'hydrogène de part et d'autre, mais lorsqu'il ajoute les 2 protons, le nombre d'oxygène c'est 1, ici O c'est 1. Alors, pas de souci. Mais j'ai créé ici une charge qui n'est pas présente ici. Toutefois, où je crée la charge positive, c'est là-bas maintenant je compense avec la charge négative. Comme j'ai ajouté 2H+, ça veut dire que j'ai 2 charges positives. Donc, je retranche en même temps avec 2 charges négatives. Là, ça devient en même temps tout simplement l'atome d'hydrogène dans son état stationnaire. Alors, si apprenant, voici donc les 2 demi-équations que nous avons ici. La première demi-équation et la deuxième demi-équation. Alors, c'est la somme de ces deux demi-équations qui va me donner ici l'équation générale ou même globale de ma réaction d'oxydation ménagère. Donc, pour ce faire, nous allons tracer une barre. Une barre. Alors, on va faire la somme de ces deux équations membre à membre. Mais cette somme-là ne se fait pas dans les hasards. Pour pouvoir faire cette somme, on s'intéresse beaucoup à tout ce qu'on a ajouté, au nombre d'électrons. Dans la toute première équation, nous avons ici 5 électrons. Et dans la deuxième équation, nous avons y ajouté 2 électrons. Donc, on va s'arranger à avoir dans ces deux demi-équations le même nombre d'électrons. Alors, comme il y a 5 électrons ici, 5 et puis 2. Alors, non pas des multiples communs. Ça veut dire bon, ce que je peux faire ici. Je vais multiplier la première équation par 10 et par 5, par 2, pardon, par 2 pour avoir 10 ici. Et la deuxième équation, je multiplie ça par 5 pour avoir 10 ici également. Chacun a sa méthode. Quelqu'un d'autre pourrait tout simplement dire que moi, je multiplie ici par 10. Ça me fait 20. L'autre peut dire, moi, je multiplie comme il y a 5 ici. Pour avoir 20, il faut multiplier la première équation par 4. Ça va dépendre. Donc, ici, nous, dans nos cas ici, nous, on préfère prendre les entiers plus petits. Donc, je vais multiplier ça là par 5. Par 5. Et celui-là par 2. En multipliant la toute première équation par 2 et lui là par 5,
Quand je multiplie tout ça par 5, le 5 revient ici. Donc, mais j'ai commencé d'abord par écrire ceux-là avant d'écrire ce qui est en haut là-bas. Donc, j'aurai ici 5 CH3 CH2 COH ici. Et puis ici, quand on prend la première équation par 2, j'aurai ici plus 2 ions de manganate. Voyez un peu la première équation par 2. Et puis ici, alors, je m'intéresse d'abord au composé. Après, je vais revenir aux charges. Et ça qui va donner ici, qui va donner tout simplement 5 fois ce composé. 5 multiplié par ce composé. CH3 CH2 C double liaison CH3. Le 2 aussi va venir multiplier ici. Plus 2 M2 plus. Alors, il reste maintenant la molécule d'eau. 2 fois, 4 fois la molécule d'eau, ça fait 8 molécules d'eau. Donc, plus ici. 8 fois H2O. Donc, j'ai déjà fini avec tous les composés. Maintenant, les protons. Alors, chose apprenant. J'ai écrit le nombre de quoi? Le nombre d'électrons. Maintenant, en multipliant la première équation par 2, ici j'aurai 2 fois 8 H+, nous aurons ici 16 H+ dans la première équation. Mais c'est dans le membre de gauche. Et en multipliant ici par 5, le 5 va multiplier les 2 H+ ici. Et nous aurons ici 10 H+ dans la deuxième équation. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrange à mettre ensemble tout le nombre de protons que nous avons ajoutés dans les membres de la gauche dans notre équation globale. Alors, chose apprenant, dans ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons ici 16 H+. Par contre, ici, nous avons seulement que 10 H+. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va ramener les 10 ici. C'est comme si nous quittons avec les 10 protons dans le membre de droite pour les envoyer dans le membre de gauche. Alors, ce que je vais vous demander, lorsque vous résolvez une équation, lorsque un élément, par exemple, je vais résoudre x plus 5 égale à 3. Qu'est-ce que vous faites? Lorsque en mathématiques, lorsque je décale le plus 5 pour l'envoyer là-bas, il ne va plus avec le même signe. Il va avec un signe contraire. C'est-à-dire, j'aurai 3 moins 5 au lieu de plus 5. Alors, c'est ce qui va se passer ici. Puisque je vais envoyer le 10H+ ici, son signe ici c'est plus 10H. Mais arrivé ici, il va venir en moins. Donc, c'est-à-dire ici, ce que je vais avoir ici, je vais faire les 16H+ que j'ai eu dans la première équation, moins les 10H+ que j'ai dans la deuxième équation, dans les membres de la droite. Donc, en faisant 16H+ moins 10H+, vous me donnez la réponse. Vous voyez déjà la réponse. Ça va ici tout simplement plus 6 H+. Pardon. C'est pas ici tout simplement. Excusez, je me suis trompé. Je vais ici tout simplement. H+. Vous voyez? Et ici l'équation ici
vous allez voir très bien les charges. 2 charges négatives, 6 charges positives. Ça reste ici 4 charges positives. Maintenant, vérifier ici. 2 fois 2 charges positives, ça fait 4 charges positives. Rien n'a changé. Les mêmes nombres d'atomes de carbone sont les mêmes sources. Le nombre d'atomes de manganèse, il y a 2 Mn ici. Et aussi, il y a 2 Mn. Rien n'a changé. Maintenant, les atomes d'oxygène, il y a 1 ici, plus les 4 ici. 4 ici sont multipliés par les 2 qui sont ici. Donc, ça devient 4 fois 8, 2 fois 4, ça fait 8, plus 1, ça fait combien? 9. Maintenant, on voit ici. Ici, il y a 8 molécules d'eau. 8 eau ici, plus 1, ça fait aussi 9 également. Le nombre d'hydrogène, ça fait déjà 10. 10 fois 5, ça fait quoi? 50. 50 là-bas, plus 6, ça fait ici 56. Maintenant, on voit ici, ici nous avions ici 8H au départ. 8 fois 5, ça fait ici 40. 40 plus 8 fois 2, ça fait déjà ici combien? 16. 40 plus 16, ça fait 56. Vous voyez, si l'équation a été bien faite, s'il n'y a pas d'erreur, l'équation qu'on trouve ici est tout déjà bien équilibrée. On n'a plus besoin d'équilibrer l'équation générale qu'on trouve dans une réaction d'oxydation ménagère. Donc voilà. La question numéro 4D, qui est aussi que la toute dernière question. On nous calcule le volume de la solution de permanganate de potassium utilisée pour oxyder la masse Mn. Alors, chers apprenants, comment nous allons répondre à cette question? Vous voyez très bien que, mais cette question-là, elle est aussi pas trop dit, indépendante même à ce que nous venons de voir ici. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait cette réaction peut quand même répondre à la toute dernière question. Alors, nous avons ici notre réaction d'oxydation. C'est la masse, c'est le volume de l'oxydant qu'on nous demande de chercher. Connaissant sa concentration dans le test, c'est qui fait 0,8 mol par litre, et connaissant la masse du composé A. En réalité, pour pouvoir bien manipuler ça, nous connaissons la concentration de notre solution, c'est-à-dire MnO4-, mais on va donc chercher aussi sa masse ou bien sa quantité de matière, comme nous avons déjà la concentration, pour trouver tout simplement son volume. Il est question de déterminer le volume de notre oxydant ici, l'ion permanganate ou bien permanganate de potassium. Alors, comment nous allons faire? Tout à l'heure, on va essayer de faire quoi? Nous savons très bien qu'il y a une relation qui lie le volume de la concentration molaire et puis la quantité de matière. Ça veut dire que si, par exemple, on sait que la concentration de l'élément en question que je vais appeler ici alpha égale à quoi? La quantité de matière d'alpha sur le volume de alpha. Voici la relation qu'il est liée. Avec alpha égale à ion permanganate, numéro 4. Ça est rappelé ici par alpha. Alors, il y a l'information sur ça, selon le test, qui fait 0,8 mol par litre. Mais je ne connais pas la quantité de matière de l'ion permanganate. Comment il fait pour déterminer la quantité de matière de l'ion permanganate? C'est là maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait la réaction, ne pourront pas comment il faut répondre à cette question. Parce que la masse que le test m'a donnée, il n'y a rien d'autre que la masse de mon alcool secondaire A et non de celui-ci. Donc, pour déterminer la quantité de matière de celui-ci, je vais appliquer ce qu'on appelle le bilan molaire. Je vais faire un bilan molaire dans la réaction finale. Mon composé A, ça qui est ici, donc il y a 5 fois A plus 2 fois alpha. Il y a un peu de manganèse et potassium, c'est donc ça. Mais je vais seulement m'intéresser aux deux. Alors, d'après le bilan molaire,
on a ici la quantité matière de A divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 5 égale la quantité matière alpha divisé par son coefficient stoichiométrique qui fait 2. Alors, ce qui veut dire que la quantité matière alpha de l'autre, ça s'appelle quoi? 2 fois NA sur 5. Or, le N de A, égale à petit m de A sur grand M de A. Connaissant petit m de A qui fait 7,4 selon le test et la masse grand M de A que nous allons calculer. Alors, la formule brute de A, c'était quoi? C4H10O. Donc, j'ai 4 fois 12. Donc, nous avons 4 fois 12 qui fait déjà combien? 4 fois 12 qui fait 48. Donc, 4 fois 12 qui fait 48, plus 10 fois 1, 48, plus 10, ça fait ici 58. Alors, 58 plus les 16. 58 plus les 16. Il faut tout prendre ton temps pour pouvoir bien calculer pour éviter de faire plus d'erreurs. Je mets ici 4, je retiens 1. Alors, ici 1, puis ça va ici 7, donc ça va ici 74. Donc la masse grand M de A égale à 74 grammes par mol. Vous pouvez vérifier ça à la maison. On va maintenant utiliser la caractéristique scientifique pour donner cette valeur. Après calcul, nous obtenons ici 0,1 mol. Donc ça veut dire que la quantité matière alpha égale ici à 2 fois Na remplacé par 0,1 divisé par 5, c'est-à-dire 0,2 divisé par 5. Après calcul, nous aurons ici 0,04 mol. Donc ça c'est le N de alpha qui fait 0,04 mol. Puisque nous connaissons maintenant la quantité matière de l'ion permanganate, autrement dit de N alpha, on peut maintenant donc, pour connaissance de la concentration, selon le test qui fait 0,8 mol par litre, nous pouvons tout simplement déduire son volume. Alors de cette relation, nous aurons ici V alpha qui sera égal à N alpha sur C alpha. Donc ça fait ici quoi? Le V alpha sera égal à quoi? À N alpha qui fait 0,04 divisé par 0,8. Et là, nous aurons ici le volume V alpha, qui n'est donc le volume de l'ion permanganate. Après calcul, nous obtenons ici 5 10 puissance moins 2 litres. Nous avons 5 10 puissance moins 2 litres, c'est-à-dire 0,05 litres. Voici donc tout simplement le volume de notre ion permanganate. Alors, c'est apprenant, l'exercice vient de prendre fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à rester connecté pour attendre les vidéos plus meilleures encore que celles-ci qui viendront bientôt sur la chaîne. On se tient à bientôt.